Et j'enregistre. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bah écoutez, ça fait vraiment très plaisir de retrouver toute l'équipe d'Infoscope pour ce lancement de la chaîne Twitch. Voilà, en vue donc de la diffusion de notre premier épisode donc de Nous sommes en guerre sur la plateforme des Ciné-Mutins le 21 mai. Avec vous, donc l'idée c'est de nous présenter un peu à toute la communauté pour qu'on puisse discuter avec tout le monde et puis qu'on puisse donner aussi des visages sur les noms qui vont vous accompagner pendant toute notre série. Et donc avec moi, mon acolyte Benoît Delru. Comment ça va, Ben? Salut Adam, ça va très bien et toi? Ça va plutôt bien. Alors oui, j'ai oublié de me présenter. Donc Adam Fourage pour vous servir. Pour vous servir également Pierre Bioret. Alors, comment tu te sens là? Bonsoir Adam, ça va très bien. Super, super. Avec nous le tandem invincible que forment Pierre et Julie. Donc Julie Biron, qui est un peu notre directrice artistique, et c'est elle qui fait la voix off. Donc salut Julie, comment est ta blanquette? Salut, salut. Et ben écoute, la blanquette est bonne. Écoute, merci de poser la question. Super. Et donc la dernière que je vous présente, puisque c'est aussi notre petite nouvelle, elle n'était pas là. Donc les 4 personnes étaient, c'était l'ossature quoi. Là on parle de l'équipe de Un Pognon de Dingue et avec nous donc on a Rouge qui est aussi directrice technique et artistique de l'équipe d'Infoscope. Bah écoute, je suis bien content que tu viennes avec nous et que tu nous rejoignes. T'es chaud là pour cette petite session stream là? Ouais, carrément. Bon bah super, bah c'est cool. Bah écoutez, merci à tout le monde déjà de nous suivre. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur le live, à poser des questions à toute l'équipe. L'ambiance est bonne. Je rappelle quand même les formalités, hein, bien sûr, mais l'ambiance doit d'être bonne et donc aucune insulte ou propos qui pourraient en contrevenir à la loi ne sont évidemment tolérés. Voilà, donc bon bah on va commencer par le premier point et moi j'aimerais un peu commencer le débat avec Benoît, donc qui est donc le co-réalisateur du premier film Un Pognon de Dingue et aussi donc de Nous sommes en guerre, qui est aussi membre fondateur donc de l'équipe Infoscope. Alors explique-nous ce que c'est Infoscope, Benoît. Alors Infoscope, Adam, bonjour à toutes et à tous. C'est une association loi 1901 à but non lucratif dont l'objet est de réaliser des enquêtes journalistiques ou des reportages journalistiques du point de vue de l'angle des intérêts matériels et moraux des travailleurs, de ceux qui travaillent, de ceux qui n'ont que leur force de travail à proposer. Donc voilà, c'est peut être sur plein de sujets différents et on aura l'occasion d'en reparler dans la soirée. Alors voilà, donc nous on a commencé donc Un Pognon de Dingue, on a sorti donc l'épisode sur la plateforme Cinémutin qui va aussi accueillir donc le premier épisode de Nous sommes en guerre et qu'on salue. On salue donc toute la plateforme Cinémutin et on leur remercie de leur partenariat. Quand on se lance donc dans l'aventure Nous sommes en guerre après Un Pognon de Dingue, l'idée était déjà de prendre le contre-champ de notre premier film en fait finalement, et c'est pour ça que du coup on recrute on convainc Rouge de participer à l'aventure. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie Infoscope justement, toi qui fait pas partie effectivement des membres fondateurs, mais qui a décidé de nous rejoindre un peu sur le bateau. Une équipe journalistique qui a décidé de parler de sujets relativement importants, enfin les plus importants à mon sens. C'est pour ça que j'ai rejoint l'équipe. Et, euh, et dont le format documentaire en plus se force quand même à l'exigence
l'exigence intellectuelle. Voilà. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. L'exigence intellectuelle, la manière de voir, nous on dit souvent entre nous que Infoscope c'est un peu une manière de voir, et c'était ça en fait un peu l'ambition justement pour le premier épisode, c'est une manière de voir la ville d'Angers au prisme de la crise du coronavirus, la crise économique et sociale. C'est pour ça qu'on a voulu commencer avec l'angle du monde de la santé en Anjou, et parler aussi donc effectivement de ce qui s'est passé, la pénurie économique de masques, de vaccins, de tests, et donner une autre image aussi de la ville d'Angers que l'on présente souvent comme une ville où il fait bon vivre, une ville de Bourges un peu, alors qu'il y a aussi des travailleurs, des gens qui sont précaires. Je pense que Julie, toi, t'en sais quelque chose. Notamment, tu le dis au début donc de l'épisode. Il y a un moment où il y aura dans la voix off, tu dis voilà, on présente Angers comme une ville où il fait bon vivre, mais pourtant il y a aussi son lot de misère et de précarité, quoi. Alors oui, mais bien évidemment, faut pas faire de mauvaise pub. C'est aussi un choix politique, je pense, de garder cette appellation. Et voilà, c'est pas dans l'intérêt de montrer vraiment ce qui se passe. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que c'est centré sur Angers, enfin, sur l'Anjou en règle générale, qu'on est vraiment allé rencontrer des gens du domaine de la santé, mais de tout bord, en fait, que ce soit selon l'âge ou le domaine de spécialité, parce qu'on est allé de la santé mentale en passant par des médecins et jusqu'à le secours propre. Donc ça a vraiment été hyper large. Et ça nous donnait un panel, en fait, c'est des choses on sait globalement ce qui s'est passé à l'échelle nationale, mais quand on s'intéresse vraiment au niveau local, on se rend compte le mieux, je trouve, des conséquences directes qui sont multiples et souvent plutôt très graves. Ouais, c'est vrai. En plus, Angers, c'est une ville au caractère assez homogène, en pleine transformation. Pour ceux qui connaissent pas très bien la ville d'Angers, c'est une ville qui est dirigée par le maire Christophe Béchu, mais pendant longtemps, c'était une mairie socialiste. Et directement à sa première élection en 2014, aujourd'hui, il est réélu. Je fais écho à ce que vient de dire Fatriouk dans le chat et son lot de travaux. Il a décidé donc de rebétonner la ville un peu à son image et d'en faire un peu une ville gentrifiée. Et par là même, ces questions-là, elles entraînent forcément des réflexions sur quelle est la place des travailleurs, quelles sont la place des Angevins, tout simplement, dans la ville. C'est pour ça que nous, au début, on voulait interviewer. Au début, je sais pas si vous vous souvenez, mais on voulait centrer l'épisode autour donc d'un petit vieux, Georges Lando, qu'on salue, qui fait partie de ces Angevins depuis des années et des années. Et lui, à la base, on voulait centrer l'épisode autour de lui. Bon, malheureusement, il n'a pas pu, puisque effectivement, la crise du Covid, en fait, elle entraîne ces problématiques et tout le monde est touché d'un point de vue psychologique, comme tu le disais si bien, Julie. Mais l'idée aussi du premier épisode, c'était de faire aussi, de donner un visage un peu à nos Angevins. Et voilà, ça s'est pas fait, mais euh, tu te rappelles, Pierre, un peu comment on sentait, comment on voulait voir aussi l'équipe à partir de Georges et le tournage aussi à partir de Georges. Oui, alors j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, alors, je dois reconnaître que c'est des souvenirs qui sont assez lointains parce qu'entre-temps, il y a quand même eu le tournage d'un épisode entier qui, forcément, on a passé là 2 mois sur des séquences, des extraits où on a vu que cela. Donc, effectivement, le projet initial, j'ai pu avoir tendance un petit peu à l'oublier, mais l'objectif était clairement d'avoir un cas concret et de bien saisir autour de cette personne quelles étaient les problématiques liées à la santé aujourd'hui, spécifiquement à Angers, et de les illustrer par ce cas précis. Donc, ça prenait clairement comme disait Benoît en, en premier tout à l'heure, ça prenait vraiment le contre-champ
qu'on avait fait avec un pognon de dingue et avec clairement un exemple concret de la vie de tous les jours, comment ça se passe. Et c'était bon, bah, ça s'est pas fait comme ça, c'est pas grave, je suis quand même satisfait du résultat actuel, mais l'idée initiale. Voilà. Et donc du coup, heureusement, finalement, on n'avait pas pu l'avoir, mais très rapidement, on a eu une substitution, un changement de dernière minute en la présence. Donc, on prend de l'autre côté générationnel parmi les jeunes. On a eu donc c'est notre première intervenante, c'est elle qui lance le film et c'est Lily, qui est étudiante en médecine. Benoît, moi j'y étais pas, donc tu en parleras peut-être un peu mieux que moi, mais souvenir d'un témoignage assez émouvant avec auprès d'une fille qui est clairement a subi de plein de fouet, elle en tant qu'étudiante, la crise du Covid. Elle était là en tant qu'étudiante et donc elle a souffert psychologiquement, comme beaucoup d'étudiants, mais en plus elle-même, elle a fait partie un peu des premiers mobilisés elle a été en première ligne tout simplement face à la guerre sanitaire, avec finalement peu de reconnaissance. Tu vois. Il y a un moment où elle parle donc des masques qu'elle fait, des masques qui ne seront jamais utilisés. Voilà, c'était aussi ça un peu la crise du Covid-19 pour les jeunes angevins. Voilà. Tout à fait. Alors, effectivement, on voulait prendre deux points de vue en réalité au départ, initialement, dans Nous sommes en guerre, dans ce premier épisode consacré à la santé à Angers. Le point de vue d'un patient ou d'une personne assez âgée, un ancien qui a des problèmes de santé, en l'occurrence Georges Landau. Ça n'a pas pu se faire. Mais par contre, ce qui a pu se faire, c'est donner la parole à toutes les actrices et tous les acteurs possibles avec une diversité de profils de la santé des secours, puisqu'il y a aussi un sapeur-pompier, mais surtout de la santé, avec par exemple donc Lily Bion, qui est donc l'une de nos premières intervenantes avec qui on s'est entretenu, qui est donc une étudiante en troisième année de médecine. Et l'année dernière, durant le premier confinement, elle s'est retrouvée aide-soignante dans une résidence pour personnes en perte d'autonomie. Et elle s'est retrouvée seule, soignante pour 60 résidents. Euh, et en laissant, elle nous a donné un témoignage très poignant, avec beaucoup d'exemples précis qui n'ont pas pu tous figurer dans le documentaire, puisque il y a déjà une densité en termes d'informations, en termes de témoignages, en termes de profils assez élevés dans le documentaire final. Mais voilà, ça a été un témoignage très fort. Et je pense que Pierre et Julie étaient présents aussi, et je pense qu'ils confirmeront que ça a été un témoignage très fort. Au départ, c'est parti de considérations un petit peu générales sur sa vision des études de médecine, sa vision des thèses un petit peu réactionnaires qui peuvent exister au sein de ce milieu-là. Et puis, au final, elle s'est petit à petit livrée sur sa propre expérience et sur ce qu'elle a vécu en premier lieu, elle, en tant qu'aide-soignante pour 5 jours. Et ça a été 5 jours qui ont changé sa vie, en fait, pour paraphraser un auteur célèbre. Je me rappelle effectivement que Pierre, toi tu y étais. D'ailleurs, on me dit sur le chat que si c'est possible d'augmenter le son de ton micro, ce serait pas de refus. Effectivement, en plus de ça, donc elle a fait partie un peu des personnes qui ont été en première ligne aussi au CHU en confectionnant des masques sur papier stérile. Camille Blin, qui est la vice-présidente étudiante, qui a accepté aussi d'intervenir sur notre documentaire. Vice-présidente étudiante, donc la représentante des étudiants à l'université d'Angers. Camille Blin, elle nous explique bien que les étudiants, ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur pendant la crise du Covid. Pierre, tu confirmes? Oui, tout à fait. Alors j'espère qu'on m'entend mieux. J'ai pas réussi à trouver de solution pour l'instant. En tout cas, il y a eu un vrai souci dans la manière, bon, pour le coup nationalement, les étudiants qui ont œuvré pour lutter contre dans le cadre de la crise sanitaire ont été reconnus. C'est-à-dire que ils ont effectué un travail qui est pas celui, qui est celui de personnel soignant et tout. Et derrière, en fait, la reconnaissance, ne serait-ce que salariale, elle n'a pas été à la hauteur du tout. Et après, bon, les autres reconnaissances
vont avec. On en parle également dans le film avec la question des applaudissements et tout, mais c'est des reconnaissances qui sont un petit peu plus symboliques, qui ont partiellement eu lieu. Ouais, à contrario, on a même eu plutôt même plutôt une accélération et même une augmentation dans l'escalade de la violence et de la restriction de liberté. Au moment où on tourne, c'est aussi le début, les premières réunions alors, salut à BMTHSO, donc voilà, qui nous follow. Donc ça fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui viennent. Mais donc au moment où on a commencé à tourner, c'était pendant les manifestations contre la loi sécurité globale. Et moi, je me rappelle, Rose, toi, tu y étais pas mal donc dans les manifs à Paris. On la voit, il n'y avait pas de reconnaissance, mais en plus de ça, l'État, plutôt que de reconnaître ses travailleurs, décidait plutôt de matraquer ses citoyens. En fait, c'était un peu ça l'ambiance dans les manifs parisiennes. Je me rappelle quand tu nous en parlais dans les réunions, notamment pour préparer le film. Oui, absolument. Bah, il y a eu, en vrai, avant même la loi travail, une manifestation dont on se rappelle euh, assez vivement, je crois que c'était en juin dernier à Paris, il y a eu une manifestation de tout le corps médical et particulièrement les infirmiers et les infirmières. C'était fait, mais c'était fait pourrir, quoi. C'était terrible. Ça avait été une manifestation extrêmement violente, alors que enfin, je me rappelle de cette image hyper détonnante de la place des Invalides pleine de blouses blanches et noyées sous les lacrymos, quoi. Donc c'est hallucinant, alors qu'ils demandaient justement une revalorisation salariale, etc., à la fin de la première vague seulement. Là, on a un moment où on est en train de se rendre compte que en 2021, il y aura probablement plus de morts du Covid qu'en 2020. Donc, enfin, c'est grave. Ça va crescendo et ils n'ont pas été entendus ni à ce moment-là, ni maintenant, puisqu'ils continuent à manifester et à subir la même réponse des forces de l'ordre, du gouvernement, etc. Ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout que, bon, voilà, cette question-là, elle fait aussi écho aujourd'hui avec actuellement, parce qu'aujourd'hui, on était aussi en période de mobilisation. Enfin, c'était une journée de mobilisation en soutien donc de la Palestine et de l'agression israélienne, euh, euh, qui sont des manifestations pour la plupart, notamment à Paris, qui ont été interdites. Alors, tu as Fatriou qui nous dit ces services de réa sont en grève en ce moment à Angers. Alors voilà, effectivement, ça c'est aussi une question qui est importante et qui est intéressante que soulève Fatriouk, c'est que aujourd'hui actuellement effectivement les services de réanimation sont en grève, les ambulanciers sont encore en grève, mais surtout ça fait un moment que malgré aujourd'hui la reconnaissance via une médaille et le fait de marcher sur les Champs-Élysées un 14 juillet, bon c'est bien, ça fait un certain temps que les services hospitaliers sont régulièrement en grève. Pierre, tu confirmes, mais quand on va interviewer Maxime Bastien, lui qui est donc agent logistique en pharmacie au CHU d'Angers, lui malheureusement, il doit, comme je prête, il dit lui-même, il doit batailler pour faire reconnaître ses droits parce que à un moment donné, en 2018, il leur manquait du personnel. Et aujourd'hui, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a dû affronter une crise en flux tendu alors qu'il manquait déjà du personnel. Oui, alors complètement, hein, ça c'est de toute façon les difficultés enfin la crise sanitaire a permis de révéler énormément de choses sur notre système de santé. Mais c'est vrai que, enfin, largement avant 2020, il était déjà question de, de discuter énormément sur les problèmes qui avaient lieu dans ce secteur et les personnels soignants étaient déjà pas loin d'être à bout, si pas déjà. Et, pour la première fois depuis un certain temps, on mourait aux urgences faute de personnel, donc dans certains établissements. Donc ça pose quand même énormément de questions sur sur la destruction d'un service qui aurait pu nous protéger bien plus lorsque la crise sanitaire est arrivée. Mm. En plus de ça, bah, à la débâcle de l'État, lié à la débâcle de l'État, ça a été aussi une mobilisation avec une solidarité sans précédent donc du personnel soignant, pas que. Il y a eu aussi beaucoup
d'associations qui ont été mobilisées. Alors bien que ce soit fermé, et il y a eu beaucoup d'associations d'actions de solidarité concrètes, comme les Restos du Cœur ou comme Emmaüs, qui ont été fermées, sauf une qui a tourné à plein régime, parce que j'en reviens à la question de la précarité des étudiants et tout. Mais les étudiants qui étaient en première ligne, des médecins, enfin des infirmiers aussi qui étaient en première ligne, ils ont aussi donné de leur personne en dehors de leur temps de travail. Julie, je me rappelle, on avait été à un moment au Secours populaire français pour interroger le secrétaire départemental Ludovic Cadot sur cette chose-là. Et c'est vrai que en plus de que les jeunes se soient mis en première ligne concrètement, ils ont été aussi en première ligne dans la solidarité concrète. Et pour quelle conclusion finalement, Julie? On a perdu la On a perdu Julie. On a perdu Julie qui semble être partie avec Thomas Pesquet sur la Lune. Bon bah écoute, Pierre, toi t'étais avec sur nous. la Lune. Ah oui, c'est vrai, en plus Thomas Pesquet il est pas sur la Lune, il est dans la station Un spatiale. peu de rigueur, s'il te plaît. Oui, pardon, un peu de rigueur journalistique, sinon on risque de perdre des followers. Alors merci à Furacrag qui nous dit de soutenir le projet. Effectivement, on a une cagnotte Hello Asso. Voilà, hein, je veux dire, il a eu la bonne initiative de faire ça. Pierre, toi qui étais au Secours populaire avec nous, ça a été quoi ta sensation là-bas une fois là-bas? Ah bah, c'est assez indescriptible en réalité. C'est très très fort parce que on avait face à nous des, des bénévoles qui sont qui sont des exemples de solidarité, parce que ce qu'ils ont fait, c'était juste ce qu'ils continuent de faire d'ailleurs, c'est de maintenir les gens dans une, de faire en sorte que les gens ils sombrent pas complètement dans la pauvreté et la précarité, et que ils puissent se nourrir malgré les difficultés. Enfin, enfin, et donc des moments, ça a été très fort parce que paradoxalement, la tâche qu'ils ont, elle est mise en danger par par la, par la crise sanitaire. C'est-à-dire ils s'en sortent, mais c'est difficile, et donc ils gardent la tête haute quand même. Ils arrivent à avoir plus de monde et à faire des choses, et les différentes actions qu'ils ont pu mener, qu'on nous les racontait, mais c'est vraiment c'est ultra prenant. Ouais, c'est vrai que c'est prenant, et aujourd'hui c'est encore une association qui a besoin du soutien et de notre soutien, de notre mobilisation, parce qu'aujourd'hui c'est une association qui continue. J'ai eu Ludovic il y a pas longtemps qui m'en parlait, mais en fait depuis que la crise du Covid est terminée, pour expliquer, pour rebondir sur ce que disait Pierre, mais c'était une association qui avait été noyée presque par les subventions. Et depuis aujourd'hui, la fin du confinement, c'est une association qui a été tout de suite moins subventionnée. Ludovic m'expliquait ça il y a pas longtemps. Et donc du coup, ça c'est aussi un élément qu'il faut quand même dire, c'est qu'il faut continuer à les soutenir. C'est aujourd'hui d'ailleurs que les gens sont victimes un peu de la crise du Covid. C'est comme Gaël Poupard, Benoît, qu'on a interviewé à Cholet, qui est notre Choltaise, puisque l'ambition du film n'était pas que de présenter le monde de la santé à Angers, mais plutôt en Anjou. Et Gaëlle Poupard, elle-même, elle a été victime un peu de la crise. Elle a perdu son job. Elle était pharmacienne dans un groupe mutualiste. C'est pas... Enfin, est-ce qu'on peut pas ressentir de la colère? Enfin, comment expliquer qu'une pharmacie mutualiste, comme elle l'explique, qui était censée être au service des personnes, puisse en arriver à ce genre de logique, en fait, finalement, hyper malsaine, quoi. Illogique comparé pour la situation d'aujourd'hui, quoi. Oui, alors personnellement, j'étais pas à l'interview de Gaël Poupard.
à Cholet. Je pense que peut-être Julie, si son micro refonctionne, elle pourra en parler, puisque je crois qu'elle y était présente. Mais pour résumer, c'était la pharmacie mutualiste de Cholet, certainement une des plus grandes pharmacies de cette deuxième ville du département de Maine-et-Loire, qui a été fermée par le groupe Vive, qui était donc propriétaire de cette pharmacie. Le groupe Vive, qui est un gros mastodonte mutualiste, qui possède notamment la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, qui possède Harmonie Mutuelle et un certain nombre d'autres filiales, et qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, et qui a décidé de fermer brutalement cette pharmacie en laissant sur le carreau 25 salariés et même 40 si on compte les suppressions d'emplois qui ont eu lieu les années précédentes. Cette pharmacie, elle a fermé en août 2020, donc entre deux confinements et en plein cœur de la crise. Et ça a été de ce que j'en ai vu, c'est-à-dire les rushs qui nous ont été ramenés par Enzo, Julie et Pierre, c'est que vraiment ça a été catastrophique pour les patients, pour les clients, pour les travailleurs. Et Gaëlle résume ça en disant que le sentiment qui domine, c'est la honte. Elle est passée de la fierté de faire partie de cette institution à la honte de devoir être représentant de cette institution qui a laissé tomber tout le monde, en fait. Laissé tomber tout le monde à Cholet, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, il y a une question de Clo49. Comment on fait un don directement sur le live? Clo, pour te répondre, et Fatriouk et Furacrag ont raison. On n'a pas reçu encore la petite pastille qui fait qu'on ne peut pas être abonné, on peut pas s'abonner directement à notre page. Donc, pour l'instant, pour nous financer, c'est via notre Hello Asso. Du coup, je vais laisser la parole à Julie si elle est de nouveau connectée, un peu pour rebondir sur ce que disait Ben. En plus, vous l'avez amené devant la pharmacie. Elle a eu le courage de venir avec vous, de vous montrer un peu dans quel univers elle vivait. Moi, j'ai souvenir que tu me disais c'était un témoignage vraiment émouvant, même presque éprouvant, quoi, sentimentalement parlant, quoi. Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, super. Alors, ouais, carrément, c'était un moment très très fort, une journée très très forte. Comme l'a dit Ben, ce sentiment de honte, alors que bon, c'est quelqu'un qui perd son travail de manière complètement illégitime, en fait. Aussi, pour une boîte comme ça, voilà, ça veut tout dire, quoi. Et elle me disait qu'elle était fière et qu'après, elle avait honte. Du coup, la honte, elle n'est pas dans le bon camp, donc déjà, ça fait un peu se poser des questions en fait, sur la manière de considérer l'être humain comparé aux finances. C'était assez terrible. Et c'est quelqu'un qui nous a dit, en fait, en tout cas, ça se ressentait bien. Elle ne disait pas politiser ou autre. Par contre, bien évidemment, elle avait conscience avec ce qui est arrivé, mais aussi avec ce qui est arrivé en règle générale. Voilà, elle se rendait compte qu'il y avait des choses qu'on savait déjà, mais que là, on se les prenait vraiment de plein fouet et que c'était même plus caché. Parce que bon, on le dira jamais assez, mais cette crise qui n'est pas que sanitaire, elle a exacerbé des choses, des problèmes qui étaient déjà bien là. Mais avant, voilà, c'était, je sais pas si c'était considéré comme normal ou quoi par beaucoup, mais on le savait, mais ça choquait pas plus que ça. Et là, vu qu'on a vu qu'il y avait non seulement qu'il n'y avait pas eu de solution, mais au contraire, on avait causé encore plus de problèmes. Voilà, je pense qu'on s'est rendu compte des intérêts qu'il pouvait y avoir dans le fonctionnement national, en fait, et toutes les issues en dessous. Et voilà, c'est vraiment exacerbé tout ça, mis en lumière. Donc c'est un peu, je sais pas si on peut dire un mal pour un bien, mais voilà, le fait que ça soit vraiment montré au grand jour, voilà, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont pris conscience de tout ça. Et c'est aussi pour ça que on a des choses comme la solidarité, voilà, le Secours Pop, on en parlait, tous les jeunes qui sont venus s'engager alors qu'ils se sont retrouvés dans une galère terrible. Voilà, ça a donné lieu à des choses pas mal, donc c'est un constat qui peut être très négatif, mais quand tu regardes un peu en dessous tout ce qui peut se passer en coulisses, il y a quand même des belles choses qui sont faites, donc voilà, qu'il faut garder un peu espoir, et c'est d'ailleurs comme ça que finit, je crois, l'intervention de Gaëlle Poupard, où elle dit qu'il
on garde espoir et voilà. Elle a globalement raison. Ouais, surtout que la honte, en plus, c'est ça, c'est que la honte, elle est du côté des travailleurs, alors qu'il ne devrait pas, en fait. Hein. Aujourd'hui, la honte, elle devrait être du côté, aujourd'hui, de ces institutions qui se prétendent mutualistes. Comme dit Fatriouk, elles ont dévoyé le mutualisme, les mutuelles, et la honte devrait être de leur côté, comme elle devrait être du côté des institutions publiques, de certaines institutions publiques, celles qui occupent les fonctions régaliennes, comme les préfectures. Enfin, Benoît, tu t'en rappelles quand on est allé voir Samuel Dutour, je veux dire, il nous a sorti quand même une information, mais vraiment, mais c'est honteux quoi, ce qui s'est passé, c'est que il y a une collègue à elle, Lauriane, qui a mis fin à ses jours et qui a mis fin à ses jours à cause de la pression du boulot. Aujourd'hui, la préfecture, qui est donc le responsable hiérarchique des pompiers, refuse de reconnaître une quelconque responsabilité de l'institution. Comment on peut pas se sentir honteux? Effectivement, là, ça fait écho au sentiment de honte qui est du mauvais camp, c'est-à-dire que ceux qui ressentent la honte, ceux qui sont honteux aujourd'hui, c'est ceux qui vivent de leur travail, comme je le disais au début, c'est les travailleuses, les travailleurs, ceux qui maintiennent le pays debout et qui, par leurs efforts quotidiens, par leur tête et par leurs mains, à bout de bras, tiennent le pays debout. Et Samuel Dutour, effectivement, donc, qui est sapeur-pompier à Angers, il nous a expliqué donc ce cas, cette histoire de Lauriane, qui était une très jeune sapeur-pompier, qui a mis fin à ses jours sur son lieu de travail en 2018. Et depuis 2018, ça fait 3 ans que dure le combat des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire, mais aussi c'est aussi une revendication nationale des sapeurs-pompiers, notamment de la CGT, de faire reconnaître ce suicide de Lauriane comme accident du travail. Et oui, en fait, en face, ils n'ont pas honte. Du moins, ils ne montrent aucune empathie. Et ils sont d'une violence, d'une brutalité assez exceptionnelle. Enfin, et quand je dis exceptionnelle, c'est vraiment au sens très péjoratif du terme, quoi. Mm. Alors, Fatriouk et Christine Fourage étaient en train de débattre sur les mutuelles. Fatriouk a conclu que le modèle assurantiel est plus pertinent pour eux. Christine Fourage répond que c'est clair, que c'est plus juteux. D'ailleurs, c'était le débat. C'est un des débats qui a traversé la société française au moment de la réforme la réforme des retraites, excusez-moi, la loi travail. Oh là là, moi je vis dans le passé. Hein. Je suis désolé, hein, mais c'est les bons souvenirs de l'époque où j'étais aussi dans les orgas jeunes. D'ailleurs, Rouge, toi, t'es encore dans les orgas jeunes, t'étais engagé pas mal sur les lois sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, c'est ça en fait. Aujourd'hui, ils veulent brader notre modèle économique, notre modèle de sécurité sociale pour les donner à qui? À des groupes mutualistes comme Vive, comme BlackRock, des choses comme ça. Et en fait, de se rapprocher d'un modèle anglo-saxon. Rouge, comment on peut faire pour se battre contre ça quand tu vois à quel point ils en sont rendus, quoi? Vraie question, parce que vraiment, si on savait comment Ouais, c'est clair. comment être efficace dans la lutte, C'est clair. je pense que on aurait. Enfin, question que je pense qu'on se pose tous d'un point de vue personnel, d'un point de vue militant, etc. Je pense que la question, on se la pose tous. Comment lutter efficacement Est-ce qu'en étant dans les orgas, enfin, il y a un moment où manifester, ça ne suffit plus. La solidarité, elle n'est pas suffisante non plus. J'ai vraiment pas de réponse à cette question. Si t'en as une, partage-la, mais je pense qu'on aimerait tous bien savoir. C'est moi qui pose les Et, questions ici. Non, mais il y a un moment, en fait, on finit par être débordé. C'est-à-dire que, comme Julie l'a dit, il y a un moment où, en fait, cette crise a aussi... les problèmes qui existent maintenant, ça fait longtemps qu'ils existent. La différence, ce qui a déclenché cette crise, c'est que c'est complètement décomplexé maintenant. Et on ne sait plus où donner de la tête, sur quel front se battre, quelle stratégie adopter. Ça n'a pas de... Il n'y a pas de réponse. Enfin, moi, j'en ai pas, en tout cas. Bah, c'est vrai qu'on se pose des questions et pourtant des fois ça marche hein, franchement Julie quand on est allé interviewer Nathalie Haro et Corinne Maignan là, les aides-soignantes et syndicalistes elles aussi à la CGT à l'hôpital de Longueuil-Jumelles quand l'hôpital a failli se faire privatiser, ce qui était quand même un cas unique en France hein, je rappelle quand même aux auditeurs, c'est que c'est la première fois que
on demandait à un hôpital public d'être privatisé. Elles ont dû batailler ferme. Donc, c'est vrai que localement, il y a des expériences qui peuvent être intéressantes, Julie. Ouais, complètement. Là, je pense que c'est un exemple parfait en fait, juste de la mise en place d'un rapport de force, parce qu'ils étaient quand même nombreux. Enfin, je crois que c'est Corinne qui nous disait que de base, elle n'était pas du tout syndiquée et Nathalie l'était. Et en fait, avec tout ce qui est arrivé, Corinne a commencé à s'y intéresser un petit peu, à lutter aux côtés de ses collègues syndiqués. Et au final, ils ont vraiment grossi effectif et ils sont allés jusqu'à la ministre de la Santé à l'époque. Enfin, vraiment, à ce qu'ils racontent, ils n'ont pas arrêté en fait, de lutter, que ce soit des manifestations, des interpellations d'élus. Et du coup, ça a fini par payer. Après, c'est pas. Je pense que ça fonctionne pas toujours. Je pense que, comme dit Rose, on n'a pas une solution, une stratégie miracle. Après, voilà, il faut continuer quand même ce genre de choses. Et enfin, même nous, sans nous jeter des fleurs, notre initiative, c'est aussi pour ça, c'est pour montrer, pour révéler des choses. Soit finir de persuader des gens qui étaient déjà convaincus, je pense, de ce qui se passait et qu'il faut réagir, soit en convaincre d'autres qui n'étaient soit pas courants, soit qui n'avaient pas envie de s'y intéresser ou autre. Et voilà, je pense que la prise de conscience, elle est essentielle. Et voilà, c'est un travail en fait quotidien. Et c'est peut-être pas, on n'a peut-être pas une solution miracle, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites et qu'il faut continuer de faire. Et voilà. Pardon. Tu m'en fais étouffer, Julie. Ouais, je suis d'accord, mais franchement, Infoscope, c'est vraiment une manière de voir. Et comme dit Fatrio, qu'il n'y a pas de stratégie unique, mais l'organisation collective est le dénominateur commun des choses qui réussissent. Et je voulais exactement aller dans ce sens-là. C'est aussi un peu le propre même, voilà, des initiatives telles qu'on le fait, d'être aussi des faiseurs de collectifs. Et ça, c'est aussi une de nos marques de fabrique. Enfin, je prends un exemple concret, Benoît, tu te rappelles, mais on a fait des plans aériens avec Zach. C'est Willis qui fait la musique, qu'on salue tous les deux d'ailleurs. Voilà, auprès de l'équipe. Voilà, l'idée du collectif montre que ça marche. Et ça, je pense que comparé au premier film, où bon, on peut se le dire entre nous, quoi, c'était un premier film. Alors, on l'a fait, c'est bien. Mais en réalité, là aujourd'hui, on a Step Up, et on a Step Up pourquoi ? Parce que on a joué la carte du collectif. Oui, tout à fait. Encore une fois, Adam, je souscris à. Encore heureux que tu souscrives à ce que tu dises, à ce que je dise quand même. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'organisation collective, effectivement, c'est prendre conscience qu'on a des intérêts qui dépassent notre propre personne et qui peuvent être convergents avec les intérêts communs d'un groupe en particulier. Et les groupes qui rassemblent le plus de personnes, c'est les classes sociales, en fait. Et notamment, d'un côté, les travailleuses et les travailleurs, et de l'autre côté, une petite classe capitaliste, petite en nombre, mais très puissante en pouvoir. Ça, c'est ce qu'on a vu avec notre premier film, Un pognon de dingue, sur ces grandes fortunes qui ont placé Macron à l'Élysée. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est organisation collective ou solidarité commune de classe, de la grande bourgeoisie, de la classe capitaliste, des milliardaires, ceux qui apparaissent en tête des Forbes et des Challenges, de ces classements-là qui sortent chaque année. Ça, c'est ce qu'on a exploré dans notre premier film. Et ensuite, là, ce qu'on essaye d'explorer avec Nous sommes en guerre, c'est la solidarité de classe, l'organisation collective des travailleurs. Et ce que je remarque, c'est que c'est certainement par notre solidarité, par le fait, comme disait Che Guevara, que la moindre injustice doit soulever en nous la plus forte indignation, même si cette injustice se passe à l'autre bout du monde. Et voilà, je pense que c'est... et donc on part d'Angers, en tout cas on part de la ville d'Angers pour ce premier épisode de notre documentaire, mais on va certainement élargir la focale au fur et à mesure de cette série documentaire et puis des autres productions qu'on fera au fur et à mesure, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, l'organisation collective, pour terminer, c'est effectivement ce qui fait aussi la marque de fabrique d'Infoscope. Et on sait que ce qui est créateur de valeur, c'est le travail. Et le travail, il est bénévole dans notre équipe.
Il n'y a personne qui a été rémunéré pour quoi que ce soit jusqu'à présent. On vise la professionnalisation, mais pour l'instant, on a une musique originale une bande originale pour ce premier épisode de Nous sommes en guerre. On a des plans aériens faits avec un drone. On a 15 intervenants, une quinzaine d'intervenants qui interviennent, ça représente beaucoup de travail qui a été fait entièrement bénévolement. Et si ça a été fait bénévolement, c'est parce qu'on a eu le soutien de nos abonnés, de nos contributeurs, de nos proches, et parce que on était aussi animé d'une volonté de transformer les choses. Et cette transformation, elle passe par la bataille des idées. C'est intéressant là ce que tu dis là. En plus, ça rebondit dans le chat. T'as Christine Fourage qui, j'ai l'impression, n'a pas l'air trop de croire à la lutte des classes. Pour elle, c'est plus une théorie qu'une une réalité. Je pense, elle te demande comment expliquer alors le recul des organisations de travailleurs. Benoît. Alors là, c'est un vaste débat et j'expliquerai ça par deux champs qui sont à la fois des causes exogènes, extérieures au mouvement syndical, au mouvement ouvrier, au mouvement de solidarité de classe. Notamment, c'est en France qu'on voit un recul du mouvement ouvrier du fait, c'est vrai, d'un recul de l'industrie nationale qui a été délocalisée dans les pays où la main-d'œuvre est à moindre coût. Il y a eu un éclatement des structures de production qui ont fait qu'on est passé d'usines où il y avait 1000 ouvrières ou 1000 ouvriers face à un patron à des petites structures, une cascade de filiales de sous-traitants où on se retrouve à quelques-uns dans des open space ou à quelques-uns dans des petits, des petits ateliers où du coup on est face à un cadre qui fait jouer l'esprit d'équipe, le management, etc. Donc il y a énormément de choses à explorer dans cette explication de est-ce que c'est pas que théorique la lutte des classes? Non, c'est pas que théorique et je pense que n'importe qui se retrouve face à un employeur et que ce soit pour trouver un boulot ou que ce soit pour essayer d'augmenter son salaire, que ce soit pour essayer d'évoluer professionnellement, que ce soit pour avoir une formation continue, eh bien, on sent que les intérêts, ils sont pas les mêmes. Les intérêts sont pas les mêmes, et ce qui fait la relation entre des intérêts antagonistes, des intérêts diamétralement opposés, c'est une lutte en fait. C'est une lutte, voire une guerre de classe. Et ensuite, pour finir sur les causes endogènes propres au mouvement ouvrier, je pense que ce qui est clair, c'est que par rapport à l'après-guerre, où la classe ouvrière s'était grandie de sa résistance face à l'occupant fasciste et aux collaborateurs vichistes, c'est qu'on est passé de une société où un salarié sur deux était syndiqué à la CGT à aujourd'hui une multitude d'organisations syndicales, la CFDT, Force ouvrière, la FSU, etc., etc. Et puis, au-delà de cet éclatement, il y a une volonté de diviser, et c'est diviser pour mieux régner. Et pour mieux régner, ils empêchent aussi de penser en termes de classe, et ils masquent, quand je dis ils, c'est la classe dominante, ils masquent leur propre domination de classe, et c'est peut-être ça leur plus grande prouesse. Ouais, Christine Forage, j'ai l'impression que tu n'as pas totalement convaincu, elle te répond pas seulement la dispersion des lieux de travail, n'explique pas tout quand même, mais qui dit quand même que mine de rien, aujourd'hui, le diviser pour mieux régner, c'est un fait. Elle le voit avec CGT versus Gilets jaunes, on s'en prend plein la gueule. Elle ajoute d'ailleurs, c'est vrai que Pierre, bon, quand même, on s'éloigne un peu du sujet initial, mais on assiste quand même à un vrai reflux aujourd'hui d'une conscience collective qui nous permettrait donc d'obtenir des victoires, quoi. Oui, bah alors après, c'est quelque chose qui est compliqué, mais je pense que la conscience collective, c'est quelque chose qui évolue selon le contexte, selon les différentes manières dont se développent les intérêts collectifs. Je pense, enfin, je suis relativement optimiste en fait aujourd'hui sur ce qui peut se passer. Il y a eu une forme de conscience collective qui s'est énormément développée au moment de la crise sanitaire où, bon, ça a donné lieu à une chose qui est relativement paradoxale à terme, mais c'est qu'au moment de la crise sanitaire, tout le monde a été prêt à suivre un gouvernement sur la question du confinement. C'est à mes yeux
et en comprenant bien les risques qu'il y avait individuellement à pas suivre les mesures sanitaires. Et donc, je pense qu'il y a eu cette conscience qu'il y a eu, c'est le collectif qui l'emportait. Après, par contre, la question, c'est maintenant quel collectif. Et donc, face à la crise, j'ai pas forcément la réponse. Par contre, dans les cas, comme on parlait de l'hôpital Longuet-Jumelles tout à l'heure, c'est des cas qui sont relativement individuels aujourd'hui, mais qui montrent que c'est possible. Et j'ai foi qu'en l'avenir, ces choses-là vont évoluer. On avait vu avec dans Un pognon de dingue, notamment sur la question des gilets jaunes, que ça participait aussi à une forme de prise de conscience. C'est un premier pas qui est franchi là. C'est pas la conscience, ça prend énormément de temps à se construire, surtout quand en face, il y a on nous matraque que ça n'existe pas. Et donc, comment développer cette conscience quand tout est fait pour qu'on ne puisse pas y croire? Eh bien, je pense que les gens sont quand même suffisamment intelligents pour aller au-delà de ça et que ce premier pas qui est franchi, d'autres pas seront franchis à l'avenir. Je rebondis sur ce que dit Christine, qui rebondit sur ce que tu disais, Pierre. On rebondit tous, on devrait tous jouer en NBA, je pense. Où en fait, comme tu l'expliques, et elle rebondit sur ce que tu disais, c'est que cette conscience collective, le problème, c'est qu'elle existe, mais c'est qu'elle a été invisibilisée. Et aussi, c'est parce qu'on invisibilise le rôle productif des gens. Rouge, quand on est allé interviewer Frédéric Garnett, elle nous l'avait bien dit, son rôle. Alors Frédéric Garnett, elle est psychologue de l'éducation nationale, donc anciennement COP, conseillère d'orientation psychologue, et elle nous l'a dit, pendant la crise du Covid, son travail a été invisibilisé. Et en plus, elle a dû faire du système D. Déjà que c'est un métier qui est pas très populaire, aujourd'hui on se demande, mais comment on fait, donc du coup comment les gens ils font concrètement leur boulot si finalement on leur donne pas les moyens et on les invisibilise complètement pour parler d'autres choses, d'islam ou je ne sais quel autre débat. Voilà. Concrètement, de toute façon, c'était déjà un métier qui n'avait aucune visibilité avant et qui pourtant, psychologue de l'éducation nationale, quand on voit justement le mal-être des jeunes, les collégiens, les lycéens, etc. La crise, les confinements à répétition, etc., ont eu un impact psychologique absolument énorme sur eux. Et donc, psychologue de l'éducation nationale, ça devrait être un métier, c'est pas indispensable en ce moment. Il me semble que quand même, je veux dire, ça fait quand même partie des annonces, par exemple, de Macron, le chèque psychologue, etc. Il y a eu quand même tout un mouvement étudiant qui a émergé pour parler de la détresse psychologique des jeunes. Il y a eu des suicides dans des résidences Crous, etc. Et pourtant, au sein même des établissements scolaires dans lesquels elle travaillait, elle s'est retrouvée, les réunions de crise, etc., les COP et les psychologues de l'éducation nationale n'étaient jamais à l'ordre du jour, alors que leur travail est premièrement essentiel, d'autant plus dans ce contexte-là, et que en fait, je sais pas, c'est à ce moment-là qu'on devrait être capable, c'est aujourd'hui qu'on devrait être capable de reconnaître l'importance et la valeur de ce travail. Et c'est pourtant pas du tout aujourd'hui que la tendance de toute façon, on va vers la suppression littéralement des psychologues de l'éducation nationale. Le CIO de Segré, par exemple, il a fermé il y a quelques années. Maintenant, il a été délocalisé à Angers. Donc, on centralise dans des grosses villes et puis on supprime des postes, etc. Et je sais pas, en fait, ça devrait être aujourd'hui qu'on se rend compte que c'était une erreur. Ça devrait être aujourd'hui qu'on fait marche arrière, qu'on inverse la tendance, etc. Et ça devrait surtout pas être aujourd'hui qu'on accélère cette tendance et qu'on fonce tête baissée dans un mur. C'est fou, quoi. Il est vraiment là, le mur. Ouais. Pourquoi il y a un moment, il va falloir aussi se rendre compte de l'aberration que c'est de continuer sur cette voie-là. Ça c'est de la conclusion, Rouge.
J'ai du mal à comprendre. Ouais, je comprends. Surtout quand on est parti dans une tirade. D'ailleurs, Benoît, tu vas nous en sortir une. Je le sens là, puisque cette question un peu de l'invisibilisation là des services, de cette fracture territoriale, on le ressent aussi effectivement dans le système de santé. On pourrait parler parce que voilà, on pourrait donner des moyens à l'hôpital, mais quand tu vois que c'est toujours les gros services, les immenses services qui sont sur le site de d'Angers, donc sur les bords de Maine, alors que tu as d'autres services qui sont gérés par le CHU. Donc on a donné l'exemple du CH de Longuet, qui ne fait pas partie du CHU d'Angers, mais des services qui fonctionnent dans le CHU d'Angers, comme par exemple le Sésame, le centre hospitalier psychiatrique, où on avait interviewé donc Benjamin Létang, qui est salarié au centre psychiatrique du Sésame à Saint-James-sur-Loire, qui aujourd'hui, mais ça fait des années, où on lie, comme il le disait, l'austéritaire avec le sécuritaire. Il nous prenait l'exemple du discours d'Anthony, où Nicolas Sarkozy, en 2008, il utilise un fait divers honteux pour pour en revenir presque aux asiles. Et c'est que cette fracture, en plus, elle existe, elle est multidimensionnelle un peu. Fracture des territoires, fracture des services. On se rend bien compte qu'en fait tout ça, ce n'est qu'une question de choix politique, quoi. Et qu'on a peur. On a peur de ce qui est à la marge. On a peur de ce qui est déviant. On a peur de ce qui travaille. Alors oui, je vais essayer de faire pas trop long parce que je sais que c'est un des défauts que j'ai de prendre la parole pendant trop longtemps. Mais je résumerai ça par le fait que un des principes cardinaux du système économique, le capitalisme dans lequel on se trouve, c'est la mise en concurrence, c'est la compétition forcenée, c'est les classements, et donc de cette concurrence découle une compétition acharnée entre les services, entre les établissements, entre les territoires, et il se trouve que c'est la course où en fait les intérêts des travailleurs sont de moins en moins bien représentés, de moins en moins bien défendus, puisque c'est la classe qui a l'offensive, c'est la classe capitaliste. Et c'est elle qui impose notamment le pourrissement des services publics, aussi bien dans leur fonctionnement, dans le management, que dans leurs moyens qui sont réduits au fur et à mesure. Tu prenais l'exemple du Sésame, donc le centre de santé mentale angevin, qui a perdu, je crois, 20% de ses lits en quelques années, alors que le nombre de patients est resté stable. Donc c'est toujours, en fait, non seulement c'est une mise en concurrence, mais en plus c'est la course vers celui qui fera le moins de coûts, celui qui fera le moins de coûts quand on est dans le service public de la santé, ça n'a pas de sens. Le service public de la santé n'a pas à être rentable. Donc voilà, c'est cette course et cette compétition qui tire tout vers le bas, à laquelle il faut mettre fin. Pour petite précision, c'est pas 20%, mais j'ai regardé là, c'est 25% des lits qui ont été diminués en une dizaine d'années dans la décennie 2010, quoi. Euh, alors, il y a Fatriou qui dit la réponse est dans la question. A priori, il trouve que je fais mal mon boulot. T'as de la chance d'être modérateur, Fatriou, mais la prochaine fois, ce sera toi qui me remplacera et on en rediscutera, tiens. Blague à part, pendant sur notre documentaire, on est aussi allé interviewer donc des personnes d'autres univers que le monde de la santé, notamment une personnalité politique, Grégory Blanc. Alors Julie, bon, je sais que forcément, je fais un peu, je te mets légèrement en difficulté parce que c'était la première fois que toi tu tenais la caméra et tout. Je veux pas te parler vraiment exactement de ce que disait Grégory Blanc et de ce qu'il avait fait. Moi, je voudrais rebondir plutôt sur toi, ta sensation, la première fois que tu as tenu la caméra. Je me rappelle, tu m'avais dit juste après, c'est pas facile de poser des questions. Toi, pour les gens qui nous regardent, euh, ça fait quoi en fait de poser des questions, de se sentir devant un intervenant, est-ce qu'on stresse, est-ce que dans quelle sensation on se met, quoi? Alors, bah, comme tu l'as dit, c'était une interview un peu particulière parce que du coup, je devais mener les questions et bah, c'était une personne qui maîtrisait tellement bien son sujet que j'ai pas vraiment eu le temps de poser les questions. Donc, c'était un peu déconcertant, surtout que c'était vraiment un flot d'informations. Et du coup, donc, c'était sur la situation de l'hôpital de Angers qui avait failli être privatisé. Et du coup, c'était assez
voilà, éprouvant, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, en plus, c'était un élu local, quoi. C'était pas. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de parler, et voilà. Après, c'était pas non plus une expérience horrible. Et puis bah, après, j'ai pu la réitérer, notamment quand on est allé interviewer au Secours Populaire. Et bah, déjà, en fait, c'est super parce que tu t'impliques vraiment dans ce que tu fais. C'est-à-dire que bah, c'est nous, en fait, vraiment qui faisons tout. Et tout le monde fait de tout. Et donc, écrire les questions, préparer les questions, à imaginer l'interview. Et quand tu es une fois sur le terrain, bah, tu as ta feuille de questions, mais bien évidemment, tu vas des fois t'adapter à ce que la personne dit, ou tu as d'autres choses qui te viennent en tête. Et c'est vraiment super parce que c'était pas non plus, c'était structuré, bien évidemment. On préparait nos interviews, mais voilà, c'était quand même assez libre. Et bien souvent, c'était vraiment des discussions, et c'était pas du tout pas robotisé ou autre. Et d'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un il y a 2 jours, du fait que bah, justement, je pense que c'est aussi notre force en fait dans cette association, le fait qu'on ait tous plus ou moins une spécialité ou du moins des compétences ou qu'on soit référent d'une certaine tâche au sein de l'asso, mais au final tout le monde fait un peu de tout et voilà donc quand on est allé en interview, personne n'a jamais fait que la prise de son ou que les questions et on a pu un peu toucher à tout et déjà ça te donne un autre angle voilà selon si tu discutes avec la personne ou que tu fais que écouter l'échange, ça te donne une autre perspective et c'est ça aussi, je pense, qui fait bah, que ça marche bien et que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, que je m'épanouis pleinement dans cette asso, quoi. C'est trop mignon. Franchement, je viens de tomber de ma chaise presque. Mais là, pour en revenir sur cette question de collectif, et que c'est ce qui fait aussi la force d'Infoscope, et je pense sincèrement qu'on va retranscrire dans le film, c'est effectivement qu'on touche à tout, et puis il n'y a pas peur de se dire les choses. Enfin, Pierre, moi je me rappelle du débat là qu'on avait eu sur un plan où il y a un hélicoptère qui passe, où j'avais pris des heures et des heures à essayer d'avoir un plan comme ça d'action, et toi finalement tu m'expliques par A plus B que non, faut pas le faire, il faut pas le mettre dans le film et tout, et que moi à la fin, bah tu vois, je finis par céder. Pourtant, tu vois, j'y étais attaché, j'avais passé du temps, tu vois ce que je veux dire, sur le truc. Mais en même temps, c'est ça au fait aussi l'esprit d'Infoscope, tu vois, c'est le droit à l'erreur, c'est le droit à se tromper sur ce qu'on est capable de dire, de ce qu'on est capable de présenter, quoi. On est en voie de professionnalisation, on est en voie d'apprentissage, et c'est vraiment une aventure, quoi. Oui, alors absolument. Alors, petite précision, hein, tu as cédé alors que j'avais déjà renoncé, donc finalement que ce choix était peut-être nécessaire. Oui, bah tout à fait, tu l'as dit, hein, on est en voie de professionnalisation. Bah, pour moi, je pense que c'est de manière concrète, c'est-à-dire qu'on est en expérimentation continue. Parce que tout ce qu'on produit et tout, on n'a pas d'automatisme encore qui nous permette d'être je pense que ce soit au tournage ou au montage, on se pose énormément de questions à chaque fois pour savoir ce qui sera le plus adapté, ce qui parlera le plus aux gens, ce qui est nécessaire de faire. Et donc, effectivement, ça nous ralentit un petit peu dans la manière dont on travaille aussi. Et c'est des automatismes qui viendront au fur et à mesure et qui naîtront de l'expérience qu'on est en train de se créer actuellement. Alors, Rouge doit y aller, je crois. Ouais. Donc, vas-y, si tu veux. Désolée, mais merci beaucoup pour cette avec vous et j'ai hâte que vous voyez le documentaire. Et voilà. Au revoir. Rendez-vous le 21 mai. Ciao Rouge. Salut Rouge, Salut. à très bientôt. Salut! Ouais, je rebondis genre instantanément sur ce que tu disais, Benoît, Pierre, pardon, excuse-moi, pendant que Rouge est en train de nous quitter pour peut-être aller manger. C'est vrai que ça va être l'heure quand même. C'est vrai que cet esprit comment dire, d'expérimentation permanente, elle est vraiment au centre de ce qu'on essaye d'offrir à Infoscope. C'est aussi du journalisme scientifique, être capable de produire de l'information et à la fois aussi des éléments scientifiques, parce que aujourd'hui c'est ce dont on a besoin
nous en tant que travailleurs, on est des passeurs de connaissances d'une certaine manière. Et ça a été un peu aussi l'enjeu qu'on a eu quand on est allé voir Véronique Sarrazin, qui est prof donc d'histoire moderne à l'université d'Angers. Et nous, on n'est pas forcément on maîtrise pas forcément les éléments de langage liés au discours académique. Mais je pense que c'est quand même un enjeu de dire qu'en fait, il n'y a pas d'un côté les profs, le monde de la science dans leur tour d'ivoire et la population, les travailleurs de l'autre. En réalité, aujourd'hui, le monde de la science, ce sont des travailleurs et ils doivent avoir des passerelles qui se créent. Alors c'est à moi que tu poses la Ouais, question. c'est à toi que je pose la question. Tu devrais suivre un petit peu, s'il te plaît. Ok. Oui, alors ce qui est sûr, c'est que moi personnellement, j'ai pas du tout une formation d'historien. Et une des démarches d'Infoscope, c'est d'aller à la rencontre de personnes qui vivent de leur travail, des personnes qui sont spécialistes de leur sujet, des personnes qui sont actrices et acteurs de leur domaine, de leur secteur d'activité. Et c'est donc à la fois des rencontres et des découvertes. Et l'objectif est de faire découvrir aussi. Et donc personnellement, j'ai découvert un certain nombre de choses lors de cette interview avec Véronique Sarrazin. Donc professeur d'histoire moderne. Donc pour situer l'histoire moderne, ça va grosso modo du 15e siècle à la fin du 18e siècle. Donc pour résumer très grossièrement, si j'ai bien compris, de Christophe Colomb 1492 à la Révolution française 1789, même si c'est un résumé assez grossier, grosso modo ça va de la Renaissance à la Nota fin du Bene te Moyen-Âge. tuerait. Pardon ? Nota Bene te tuerait s'il entendait dire ça. Peut-être. Alors, si Nota Bene nous regarde, on le salue parce qu'on aime beaucoup son travail quand même. Mais Ouais, par contre, oui, en fait, ce qu'elle disait, c'est que en même temps que s'est construit l'État moderne, se sont développées des mesures d'hygiène pour protéger la santé de la population, ou du moins éviter des hécatombes comme il y a pu en avoir avec la peste noire, qui a tué, si je me trompe pas, un Européen sur deux. Ouais. Donc c'est quand même des épidémies extrêmement violentes. La violence de ces épidémies sont liées aux conditions sanitaires, aux conditions de vie que connaissait la population à cette époque-là. Et puis, donc il y a eu les premières mesures de confinement durant l'époque moderne. Euh, et ça fait écho évidemment au confinement qu'on vit aujourd'hui, et ça me fait écho pour moi à ce que disait Loïc Penn, qui est médecin urgentiste à Creil, où c'est à Creil dans l'Oise où a été déterminé le premier patient Covid positif en début 2020 et en France. Et il disait le confinement, c'est une mesure de prise par contrainte de la pénurie. Et c'est effectivement vrai, c'est que le confinement, c'est lié à la pénurie de, de masques, c'est lié à la pénurie de tests. Et aujourd'hui, quand on a des masques et des tests, la vaccination, on voit qu'elle peine quand même à se déployer en comparaison avec d'autres pays, notamment le Royaume-Uni. Et puis, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de traitement encore pour cette maladie. Il n'y a pas de traitement efficace et qui fait scientifiquement consensus pour soigner de cette maladie. Et donc, on est obligé, et quand je dis on, c'est le pouvoir politique, est obligé de prendre des mesures de confinement, par exemple. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce pouvoir politique qui, avec Macron, est complètement inféodé au pouvoir économique des Bernard Arnault, Vincent Bolloré et compagnie, ce pouvoir pousse ses pions en matière de mesures liberticides, en profitant de la crise, parce que chacun d'entre eux voit en une crise une aubaine, une opportunité. Et la crise, nous, ça fait longtemps qu'on la connaît. Là, elle a pris une tournure particulière, mais faut faire très attention à ce qui peut se passer ensuite, quoi. Donc, s'il y a bien une perspective historique à avoir, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé.
Exactement, exactement. Et on a l'impression pourtant qu'on est obligé de les faire. Bah, aujourd'hui, elle en parlait, mais c'est d'ailleurs la première personne, Véronique Sarrazin, qui nous a parlé aujourd'hui des fosses communes au Brésil. On était en février 2021, donc avant l'histoire du variant brésilien, etc., etc. C'est que aussi derrière le variant, ça cache aussi pas mal aussi donc d'irresponsabilité politique de la part des dirigeants, et donc là pour le coup des dirigeants brésiliens, mais on a les mêmes en France, donc voilà, un partout, balle au centre. Alors il y a Mugen 4910 ou Mugen 4910 ou Mugen 4910 qui nous suit, donc merci à toi. Moi, je voudrais revenir sur la question de la reconnaissance un peu des travailleuses et des travailleurs. Je sais pas si tu te rappelles, Julie, Anne Gauthier, à un moment dans le film, elle fustige un peu, le fait qu'on applaudisse dans les balcons à 20h. Toi, tu la comprends, la colère des soignants vis-à-vis de ce genre de reconnaissance symbolique, parce que pourtant on pourrait se dire que ça c'est aussi un véritable hommage populaire. Moi là où j'habite à Angers, enfin dans mon quartier, ça tous les soirs pendant le premier confinement, et puis c'était pas que des bourgeois quoi qui applaudissaient, c'était aussi des gens comme nous quoi en fait qui applaudissaient. Euh, ouais, c'était sur la colère quoi en fait, voilà. Oui, je pense que c'est complètement légitime parce que hommage populaire, certes, c'est très chouette de montrer son soutien à tout ça. Par contre, ce que demande le personnel soignant, et pas aujourd'hui, et pas que le personnel soignant, en fait, je pense à beaucoup plus d'échelle que ça dans la santé, c'est des moyens, et du coup, c'est pas une réponse de la population, mais des dirigeants, en fait. Et c'est plus que des réponses, d'ailleurs, c'est des actes. Et, je ne sais pas en fait d'où est partie l'initiative, si c'est une initiative populaire ou si ça a été impulsé par en haut, mais en tout cas après ça a été quasiment, ça a été vraiment installé quoi. C'était tous les jours à 20h avant les prises de parole, voilà, qui commençaient après à 20h02, je crois, pour laisser le temps aux gens d'applaudir sur leur balcon. Et, enfin, la colère, elle vient du fait qu'on se sert de ça et qu'on fait passer ça pour une reconnaissance, et c'en est une, c'est bien, mais c'est pas ce que demandent les soignants. Et Anne Gauthier, comme d'autres intervenants, nous disent bien que c'est pas de la reconnaissance dont ils ont besoin, parce que voilà, ça leur fait du bien à l'ego, mais eux déjà ils se sont pas sentis mieux en fait on parle notamment de l'héroïsation de ces personnes-là pendant la crise. Ils nous disent en fait on s'est pas senti plus légitime à faire notre travail que jamais, ou plus important pendant cette crise. Par contre, on s'est senti encore moins soutenu par le gouvernement, encore plus délaissé, encore plus face à la galère et à devoir nous faire avec ce qu'on avait, donc vraiment pas grand-chose, et la force de nos bras. Et donc voilà, on va pas spoiler le documentaire, mais je trouve ça très révélateur quand Anne parle justement beaucoup des gens qui applaudissent, et elle dit c'est très gentil, mais c'est pour beaucoup d'ignorance de ce qui peut se passer. Et du coup, là, je pense que plus au niveau du gouvernement, elle dit pour d'autres, c'est de l'hypocrisie. Quoi. Je pense que c'est très révélateur comme phrase. Ouais, c'est sûr. En fait, en plus, d'autant plus, je refais écho à ce que disait Véronique, qui est aussi présent dans le film. Mais on vous spoile pas, hein, par contre, hein, je veux dire, voilà. Véronique Sarrazin, elle disait un truc très vrai, c'était que en plus on parie sur l'implication des fonctionnaires qui sont prêts à accepter tout quoi, parce qu'en fait c'est leur boulot, et souvent c'est des gens qui ont fait pour certains quand même ce boulot une vraie vocation quoi. Ça c'est un truc de ouf quoi. En parallèle de ça, en plus, c'est que t'as l'impression que dès que tu veux sortir un peu de ce modèle où c'est la puissance publique qui gère, et la puissance publique avec ses lobbies à côté, dès lors que tu veux faire quelque chose d'alternatif au service de la population, t'es mal vu. C'est ce que disait Benoît Sylvie Cognard, qui est notre une ancienne médecin généraliste au quartier de Vernon, qui était le quartier le plus populaire de la ville d'Angers, qui est juste derrière d'ailleurs le CHU, comble du comble.
et qui avait une très très faible couverture médicale à ce moment-là. Elle est venue dans une démarche qui se voulait en dehors de la démarche qui était promue de ce qu'elle avait appris à la fac de médecine, c'est-à-dire par l'ordre des médecins, et elle a dû créer son propre syndicat parce qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est que on abandonne les gens, mais aussi on a l'impression qu'on a une peur presque des pauvres et de la précarité, quoi, de la part donc des personnes qui sont censées nous soigner, quoi. Oui, alors je pense que ça fait écho à ce que disait Lily Bion et que j'ai cité tout à l'heure sur l'aspect un petit peu réactionnaire qui peut dominer dans les idées et dans les esprits de ceux qui font des études de médecine et qui deviennent docteurs par la suite. Et Sylvie Cognard s'inscrit totalement en faux avec cette idée que le docteur est un notable, qu'il a réponse à tout et qu'il faut absolument hyper médicalisé, hyper médicamenté, etc., etc. Sylvie, elle travaillait dans un HLM. Elle a ouvert son cabinet avec un de ses collègues dans un HLM. En parallèle de ça, elle était l'une des fondatrices du centre d'interruption volontaire de grossesse à Angers, un des tout premiers centres liés à un hôpital public qui a ouvert en France. Et puis, elle a donc été secrétaire du syndicat de la médecine générale qui porte une vision de la médecine qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus empathique ou beaucoup plus respectueuse aussi, puisque le médecin et son patient sont sur un pied d'égalité. Et donc, ça, c'est quelque chose de très fort. Elle a été l'une des pionnières en la question, en la matière. Et c'est une question qui reste très très forte aujourd'hui dans le secteur médical. Ouais, alors le premier centre a un nom, il s'appelle le centre Flora Tristan, qui est encore ouvert. Alors Flora Tristan est donc une femme de lettres, penseuse et militante socialiste et féministe. 3 petits points, féministe française, voilà, figure majeure du débat social et du socialisme utopique dans les années 1840. Elle prendra part au premier pas de l'internationalisme. Je remercie Wikipédia. Petit placement de produit, puisque bon, voilà. Alors, t'as Christine Fourage qui fait « Les jeunes et les pauvres sont les classes dangereuses. Alors les jeunes pauvres ». Ah, ça c'est un bon mot digne des meilleures blagues de Pierre. T'as quelque chose à ajouter? Tu te sens pas mis en concurrence là? M'avoue vaincu. D'accord. Fatriouk dit dans la campagne, les médecins notables, ça excite encore. Et ça excite, j'imagine qu'il voulait dire ça existe encore, et il recommande pas tous le vaccin. C'est chaud quand même. Oui, c'est vrai, c'est chaud. Et en fait, cette question, elle est d'autant plus chaude. On en parlait justement avec ce même Fatriouk pas plus tard que cet après-midi. Dans certains pays d'Europe et dans certains pays développés d'Europe, on parle pas de la Grèce, mais de l'Italie. Je reviens sur la question de l'IVG, mais 80% des médecins qui refusent l'IVG activent la clause de conscience, c'est-à-dire parce qu'ils sont catholiques. Et ben en fait ils sont contre l'IVG, et bien que l'IVG existe dans le droit, et ben il n'existe pas dans les faits. Aujourd'hui, on peut se le dire entre nous, mais Julie, mais bon, la médecine en fait c'est pas du tout populaire et démocratique, quoi. Non. Là, je t'avoue que tu me poses un peu une colle. Bah non. Enfin, après, je t'avoue que je ne connais pas du tout assez sur le sujet pour avoir un avis. C'est vrai que ça comme ça, mais je sais pas. J'ai pas du tout assez d'exemples. Là, je préfère passer mon tour. Je t'avoue. C'était un argument pour que je puisse balancer ma science en fait. Je suis vraiment désolé. D'accord. Si peut être utile, écoute, attends. Oui, sur Wikipédia par ailleurs. Oui, voilà. À côté de Wikipédia, effectivement. Bah voilà, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Alors, bon, après, donc, du coup, forcément, aujourd'hui, du coup, le documentaire, bon, il donne une image assez, une image assez négative, un peu du tableau, quoi, et de la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, bon, au-delà de ça, Julie, tu le disais un petit peu plus tôt, mais aujourd'hui, bon, la solidarité, elle n'est pas morte. Je pense que des idées, elles existent. D'ailleurs, Christine Fourage, qui est fourmi d'idées, dit qu'il faut recréer des dispensaires et fonctionnariser la médecine libérale. Ça, c'est une idée, par exemple, qui peut être
intéressante. Tu penses sincèrement que c'est possible, Benoît? En tout cas, est-ce Alors, que c'est c'est nécessaire? toujours. C'est plutôt ça la question que je te pose. Pardon? Est-ce que c'est nécessaire? C'est plutôt la question que je te pose. Utile et nécessaire, ça dépend de quel point de vue on se place. Maintenant, je pense effectivement que la santé soit entièrement publique, avec une sécurité sociale intégrale, telle qu'elle était prévue au départ, c'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout à sortir son porte-monnaie quand on allait voir son médecin, et que c'était directement pris en charge sans avoir que le besoin, sans demander aux patients d'avancer les frais. Je pense effectivement que c'était un modèle que le monde entier nous enviait et auquel il faudrait revenir. C'est-à-dire que là, euh, on est effectivement avec les médecins libéraux, avec la clause de conscience, avec des spécialistes notamment qui peuvent surfacturer, avec une marge de manœuvre dans les factures qui peuvent être qui peut être cette marge de manœuvre assez grande en termes de surfacturation, etc. Je pense effectivement qu'il faudrait davantage réguler ce secteur qu'est la santé et pourquoi pas aller jusqu'à fonctionnariser l'ensemble des médecins, l'ensemble des infirmiers, l'ensemble des aides-soignants, l'ensemble des auxiliaires, l'ensemble des agents techniques, tous ceux qui font euh, fonctionner les maisons de santé comme ils peuvent en exister, les maisons médicales, dans les campagnes notamment, mais aussi dans les villes, tous ceux qui font fonctionner les hôpitaux, je pense qu'ils méritent d'avoir un statut avec des devoirs et aussi des droits, et que le statut de la fonction publique peut effectivement s'appliquer pour les médecins. Alors, c'est une idée qui est parfaitement détestée par la plupart des médecins libéraux qui tiennent à leur indépendance, mais il faut aussi voir que la médecine n'est pas un objet comme un autre, c'est pas une production comme une autre, et c'est pas une marchandise. La santé n'est pas une marchandise, le patient n'est pas un client, et je pense par exemple aussi aux pharmacies qui, à mon sens, devraient relever d'un monopole public de production et de distribution du médicament et des dispositifs médicaux. Carrément. T'es comme ça, toi. Oui, oui, je suis plutôt assez radical sur la question, on va dire. Voilà, d'accord. Bon, ben voilà quelqu'un qui a pas peur, d'afficher ses trucs, ses opinions. Alors, Fatriou qui a décidé par contre de casser ton argumentaire avec la question des maisons médicales. C'est pas ce qui s'organise en ce moment en ruralité, dit-il. Les communes nouvelles sont en train de créer des maisons médicales aux frais des contribuables. Les médecins paieront un loyer qui va accentuer leurs envies de toucher l'argent tout de suite. Le tiers payant en prend un coup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, on ne s'affiche pas du tout, on ne va pas du tout vers cette fonctionnalisation, bien au contraire. Pierre, moi je sais pas, c'est aujourd'hui comment faire pour à la fois permettre à ce que la médecine soit un bien commun. Moi je suis d'accord, en fait je rejoins Benoît en vrai, hein, je le taquine, mais en même temps c'est vrai. Et en même temps aujourd'hui, bah ils ne le peuvent pas, ils ne le peuvent pas. Il faut organiser collectivement, il faut combattre les lobbies. Mais en même temps, si on dit qu'il faut combattre les lobbies, c'est aussi se mettre à dos une certaine partie donc des médecins libéraux de campagne qui des fois bah, ils font des journées monstrueuses pour peu de reconnaissance, mais qui cotisent quand même à l'ordre des médecins. Aujourd'hui, il y a un vrai travail d'éducation populaire à faire, même auprès des personnes que l'on considère comme l'élite de la nation parce qu'ils ont fait des hautes études, etc., etc. Oui, bah, il y a un travail d'éducation populaire, je dirais de conscientisation sur ce que c'est que la santé aujourd'hui. Et donc, effectivement, pour de faire prendre conscience aux gens le fait que ce soit d'être un enjeu géré de A à Z par le public, c'est un travail de tous les jours. Derrière lequel va se placer la question du rapport de force, c'est-à-dire que le fait que la santé ne soit pas totalement publique, ça répond aussi à certains intérêts qui sont divergents de ceux de la population dans son ensemble. Rapports de force qui sont amenés à évoluer. Il me semble que Joe Biden, il n'y a pas si récemment, a dit qu'il s'est prononcé pour l'ouverture j'ai oublié le terme, pour que les petites recettes de vaccins puissent
puisse être transmise et que les États puissent devenir producteurs eux-mêmes. Là où Emmanuel Macron, depuis un certain temps, se positionnait farouchement contre, il a été, peut-être par manœuvre diplomatique, contraint de changer légèrement de cap et de mettre de l'eau dans son vin sur le sujet. Donc c'est que, pour moi, c'est une jolie démonstration du fait que, bon, déjà, les intérêts que défendent les gens sont pas toujours les mêmes selon qui les posent, et que ensuite les rapports de force peuvent évoluer plus ou moins en faveur, selon les circonstances, en faveur de la population et des travailleuses et des travailleurs. Alors, je crois que tu veux parler de l'abolition des brevets, enfin, en tout cas de la mainmise des brevets sur de la part des entreprises comme Pfizer, BioNTech, etc., etc. En fait, tu rejoins ce que dit Christine Fourage. Il appartient à la puissance publique de faire le ménage et prendre ses responsabilités. Cela se passera en douceur avec des paliers. Ok. Je pense que Christine Fourage, elle fait le ménage en procrastinant un peu, quoi, en mettant la poussière sous le tapis. Julie, tu penses que toi, ça se fait en douceur d'imposer un rapport de force, ou des fois il faut aussi en passer par des actions collectives? Je reprends l'exemple de Nathalie Arthaud, Corinne Maignan, mais ça a été aussi le cas. Benjamin Létang, lui, c'est un militant syndicaliste. Est-ce qu'il faut quand même imposer un rapport de force, mine de rien, parce que aujourd'hui on peut pas avoir ce que l'on revendique avec douceur. Je pense que ça dépend. Enfin, je saurais pas dire s'il faut y aller en douceur ou pas. En tout cas, c'est sûr que c'est par l'action. Après, l'action, elle n'est pas nécessairement violente. Par contre, c'est une question de rapport de force qui se construit avec un effectif, en fait. Donc c'est pour ça que j'en reviens à parler de conscientiser les gens, en fait, d'aller leur parler, de leur montrer. Parce que voilà, tout ça, ça se démontre finalement peut-être pas vite, mais plus ou moins facilement en tout cas. C'est tout un processus. Et après, si tu as le nombre, je pense que la violence, c'est une notion, la violence n'est pas nécessaire. Enfin, voilà, le rapport de force, il se construit sur un rapport d'effectif. Bon, bah, aujourd'hui, le nombre, c'est le seul truc qu'on a, vu que c'est les moyens et que du coup, pas sans moyens, on voit bien qu'on a un peu bloqué. Mais voilà, si on développe ça, peut-être que dans certains cas, il faut des choses plus. La violence est hyper connotée, je trouve, donc je sais pas. Ouais, plus des actions, mais c'est pareil, les actions, pour moi, le documentaire, c'est une action en fait. Voilà. Pourtant, on n'est pas allé casser des trucs dans la rue, mais je pense, j'espère, que ça aura un petit impact là-dedans, quoi. Donc, voilà. J'ai l'impression que Julie, tu viens de mettre d'accord Christine Fourage, qui dit: quand je dis en douceur, je veux plutôt dire sans précipitation, mais avec détermination. En douceur, dans le sens que c'est effectivement un processus qui se construit. Effectivement, la patience est mère de toute vertu. Pourtant, patient, je ne suis pas sûr que Benoît, tu le sois pour la sortie du premier épisode qui a lieu quand, Benoît? Il a lieu le vendredi 21 mai, donc dans 6 jours exactement, sur la plateforme cinémutin.com. Donc il n'y a pas d'accent sur cinémutin.com. Sinon, vous cherchez sur Google Cinémutin et vous allez tomber sur la plateforme VOD sur laquelle se trouve déjà Un pognon de dingue et sur laquelle sera à partir de vendredi prochain le premier épisode de Nous sommes en guerre. Voilà, tout simplement. Voilà, et on a hâte vraiment. Par ailleurs, vous pouvez donc là c'était vraiment le premier stream, donc c'est normal aussi que ce soit le début. Bah, merci quand même à tout le monde, enfin d'avoir participé. Donc voilà, on est c'est un petit stream, mais bon, vous voyez comment c'est. On commence petit pour finir gros. Par ailleurs, vous pourrez continuer à nous suivre sur YouTube puisqu'on va rediffuser le live donc sur YouTube. Et puis on peut aussi nous suivre directement. Alors déjà 24 CM nous suit. Bah, merci déjà 24 CM. Merci à Sacre BN qui dit merci à vous pour votre investissement. Fatriouk qui balance le lien. Fatriouk, c'est vraiment mon homie. Voilà. Bon, on a aussi un blog que Pierre tient régulièrement. Quelle est l'adresse du blog, mon petit Pierre?
Je l'ai oublié. Et voilà, il a été pris au piège. Et Julie, tu sais toi peut-être? Tu l'as oublié aussi. Non, c'est normal, c'est infoscope.live. Bah écoutez, en tout cas, Julie et Pierre, je voulais vous laisser le mot de la fin. Vous l'avez pas eu, donc je vous le prends. Bah merci Il y a eu à. un bug. C'est pas de ma faute, ça a Ouais, bugué. ouais, Mais ça va. je vois. Bah merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été présents. Fatriouk renvoie le lien infoscope.live. Mugen4910 c'était cool. Bah merci de nous avoir de nous suivre. Donc normalement l'idée c'est de faire un Twitch live hebdomadaire. Voilà, dans un format qui va pas être nécessairement ce format-là de petite discussion entre amis. L'ambition, c'est de présenter avec divers intervenants sur quelques questions politiques que l'on traitera à ce moment-là. L'ambition, c'est pas aussi de le faire tout forcément le samedi à 20h, mais je pense que le mieux, c'est que on puisse continuer à en discuter. Voilà sur le chat, même si on va arrêter de streamer, savoir ce qu'en pensent déjà nos spectateurs. Est-ce que samedi 20h c'est une bonne horaire, ou est-ce que si on faisait un format hebdomadaire, vous privilégieriez une autre horaire à titre personnel? Moi je serais plutôt par exemple pour le dimanche 16h. Witstorm nous dit des liens permanents sur la chaîne Twitch. Alors oui, il y aura des liens permanents sur la chaîne Twitch normalement. Et si j'ai oublié d'activer ça sur cette première vidéo, ça va se régler d'ici peu. Auquel cas, au pire des cas, je le mettrai sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on se dit à la semaine prochaine tout le monde. Benoît, bah ouais, on se dit aussi et Pierre et Julie, on se dit aussi à la semaine prochaine, parce que petite info venue du désert, mais on tourne pour l'épisode 2 et on ne vous dira pas où est-ce qu'on va tourner pour l'épisode 2, mais ce sera sur une entreprise à Angers. Voilà. Pour ceux qui savent, c'est une entreprise aujourd'hui qui a fait le buzz au niveau national dans le télécom. Sacré BN dit que dimanche 16h c'est une bonne idée. Il faut faire des commandes aussi, dit Fatriouk. Bon bah écoutez, sur ces belles paroles, topette. Ciao. Merci à tous, salut. Merci.